Bonjour et bienvenue à ce second épisode de mon podcast 6 minutes pour l'histoire. Alors aujourd'hui nous allons aborder la question du socialisme, ou je dirais plutôt des socialismes. Alors un des premiers théoriciens de l'économie industrielle naissante est le comte de Saint-Simon, 1760-1825. Cet auteur voit dans la nouvelle société industrielle émergente les conditions de réalisation de la paix et de la justice entre les hommes. En effet, Saint-Simon établit un lien entre l'essor de l'industrie et le bouleversement sans précédent de l'organisation sociale et politique. Il publie en 1819 La parabole des abeilles et des frelons, ouvrage dans lequel les abeilles étaient pour lui les acteurs principaux de la production et les frelons étant les parasites comme les nobles, les prêtres ou les fonctionnaires du roi. Pour Saint-Simon, l'État doit être du côté des pauvres et doit ajuster surtout les déséquilibres. Alors à partir des années 1830-1840 naissent de nouvelles idées afin de lutter contre les injustices sociales. C'est ce que l'on appelle la naissance du socialisme utopique, avec en particulier Owen, Fourier ou Cabet. Les solutions passent par la mise en place d'un système communautaire reposant sur l'association volontaire de tous les travailleurs et la mise en place d'une organisation de production plus collective et coopérative. Un de ses représentants est l'industriel écossais Robert Owen, 1771-1858. Il fait fortune dans l'industrie textile et met en place des réformes sociales vis-à-vis de ses ouvriers. Il tentera de créer une nouvelle société aux États-Unis avec la fondation d'une colonie New Harmony, puis après cet échec, il va créer une bourse d'échange équitable du travail, unité de travail interchangeable. Un personnage a surtout marqué cette première moitié du XIXe siècle, c'est Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, et son œuvre peut se résumer en cette formule lapidaire: la propriété, c'est le vol. En effet, pour cet auteur, la conciliation de la liberté totale et du socialisme démocratique implique une révolution sociale afin d'abattre définitivement le système capitaliste et l'État central. Il n'en dénonce pas moins les fables du communisme qui remplacerait un système d'oppression par un autre. Dénonçant l'action politique stricto sensu, il voit dans le mutualisme social la clé pour aboutir à une nouvelle société et son autre voie de salut est la démocratie fédérative, se basant sur la décentralisation qu'il défend dans son livre du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le Parti de la Révolution, publié en 1863. En réalité, les doctrines socialistes se rejoignent autour d'un unique objectif: transformer les structures politiques, économiques et culturelles de la société en vue de l'instauration de la justice sociale, dont l'égalité avec la liberté serait l'un des piliers fondamentaux. Sur le plan économique, l'ambition est d'abolir la propriété privée et le profit, et sur le plan politique, les socialistes modérés souhaitent mettre fin au système représentatif censitaire et ouvrir les institutions parlementaires aux représentants des classes les plus pauvres afin de faciliter le vote des réformes sociales. Mais quelques intellectuels, quelques hommes politiques, suivront une autre démarche, dite de démarche révolutionnaire, qui consistera à reverser l'ordre bourgeois et instaurer une république sociale. C'est ici que nous allons aborder dans cette deuxième partie le socialisme scientifique de Marx et Engels. La date clé à connaître absolument est 1848, c'est la publication du manifeste du Parti communiste signé de Karl Marx 1818-1883 et de Friedrich Engels 1820-1895. Ce pamphlet contient principalement deux idées, à savoir la lutte des classes et d'autre part la révolution prolétarienne. L'objectif de Marx est de forger une théorie sociale capable de mobiliser les masses. Il entend participer à la formation de la conscience ouvrière et inciter ainsi les prolétaires à se révolter contre la société. Marx adhère dans un premier temps à la Ligue des Justes, qui deviendra dans les années 1840 la Ligue des communistes. L'ensemble du corpus doctrinal est exposé dans son œuvre majeure, Le Capital, publié à partir de 1865. La première idée est la défense du matérialisme historique. Ce n'est pas la conscience qui détermine l'existence, mais bien l'existence qui détermine la conscience, dans son ouvrage Idéologie allemande, publié en 1845. L'autre idée majeure est celle de la lutte des classes. Il est possible de l'expliquer ainsi. À chaque étape de l'histoire, la société est traversée par des contradictions sociales fondamentales. Lorsque ces contradictions deviennent trop fortes, elles finissent par déclencher une crise majeure qui provoque le passage à un nouvel état plus stable. Pour Marx, une fois la société capitaliste abattue, l'application du communisme permettra le passage
à l'ultime étape de l'histoire, c'est-à-dire une société sans classe, une société égalitaire dans laquelle les formes de domination auront disparu. Autre élément du discours marxiste est la distinction effectuée entre infrastructure et superstructure. L'infrastructure, c'est l'ensemble des forces productives et des rapports de production, et la superstructure, c'est l'ensemble des institutions et des idéologies. Marx retrace ainsi l'histoire de l'humanité selon les modes de production, le mode tribal, le mode esclavagiste, le mode féodal, et enfin le mode capitaliste, et dernière étape, le mode socialiste. C'est ainsi que s'achève ce deuxième épisode consacré au socialisme. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.